Bienvenue dans cette revue d'actualité, la 13e de cette série. J'espère que ce nombre nous portera chance. Mais comme d'habitude, un ensemble de nouvelles très positives et encourageantes et d'autres qui le sont moins. Mais commençons par le plus important. Vous savez que le front bouge beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, même si en Angleterre il y a aussi des choses intéressantes qui se passent. Et donc des auditions à nouveau explosives devant le Congrès américain. Un ensemble de spécialistes de très très haut niveau que les personnes qui me suivent connaissent bien à force, dont Martin Kulldorff et Jay Bhattacharya, deux épidémiologistes de réputation mondiale qui ont été les initiants avec Sunetra Gupta d'Oxford de la déclaration de Great Barrington, mais rejoint également par un chirurgien, le Dr Marty Makary de Johns Hopkins Institute, ainsi que le Dr George Benjamin de l'Association de la santé publique américaine. Et lors de cette audition, donc devant le Congrès américain, devant les représentants de la nation, le pouvoir législatif, eh bien, nos valeureux amis ont tout mis sur la table d'une manière qui, quand même, commence à faire un certain bruit. Martin Kulldorff a répété, mais il n'y a pas d'autre évaluation possible à ce stade, que nous avons vu les erreurs de santé publique les pires de toute l'histoire. Et notamment en soulignant que nous n'avons pas protégé la seule catégorie à risque de la population, c'est-à-dire les personnes très âgées en fin de vie, et notamment dans les résidences pour personnes âgées, elles n'ont pas été protégées adéquatement. Et évidemment que cet abandon d'une population fragilisée et à risque est purement criminel. Dr Bhattacharya, qui vraiment lâche pas le morceau, alors vous savez, il est indien d'origine, mais il a un côté très british, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de délicieux, très poli et très courtois, mais enfin, il n'hésite pas à nommer les choses comme elles sont, et donc, lui a dit lors de cette audition, les bureaucrates ont agi comme des dictateurs, piétinant les libertés civiles et les catégories défavorisées de la population, notamment les milieux qu'on appelle working class. C'est ouvrier, mais ça dépasse la question de l'usine. C'est toutes les personnes qui sont obligées de travailler pour faire fonctionner une société. Pendant que ce qu'il appelle la classe Zoom, c'est-à-dire ceux qui ont leurs ordinateurs portables et qui quelque part étaient assez contents de rester chez eux, n'ont pas encouru quoi que ce soit de particulier. Le docteur Makary qui dit « Mais qu'est-ce qu'on fait au monde à injecter les enfants ? Est-ce qu'il y a des enfants en bas âge qui sont morts de cette maladie ? Non. En Allemagne, il y a eu une étude entre 5 et 11 ans, 0 décès dans cette classe d'âge. Donc, quelle est cette idée de les injecter contre une maladie pour laquelle ils ne risquent rien et au sujet de laquelle les injections n'ont de toute manière pas démontré d'efficacité avérée ? Dr Makary a insisté, enfoncé le clou en disant que le Dr Fauci, de sinistre réputation, était derrière la décision, tout un ensemble de décisions extrêmement fausses et destructrices, mais notamment celle de nier l'existence de l'immunité naturelle. Donc il a juste décidé que, première dans l'histoire de l'humanité, le fait d'avoir été en contact avec un agent infectieux et d'avoir développé une immunité ne valait rien, qu'il fallait en passer par la pseudo-immunité générée par une injection que vous connaissez. La représentante de Géorgie, Madame Green, elle se demande comment il est possible que 1,5 million d'incidents post-injection rapportés au système VARS, dont on sait de toute manière qu'il n'y a qu'à peu près 5% en moyenne des effets de cet ordre qui sont signalés, comment est-ce qu'il se fait qu'une telle masse d'atteintes plus ou moins graves, mais potentiellement graves à la santé des personnes injectées, n'est juste pas du tout fait l'objet d'une prise en considération collective. Alors, eux au moins ont un VARS qui fonctionne, mais il faut savoir que dans des pays comme la Suisse, les autorités concernées vont même jusqu'à nier le fait qu'il y ait quoi que ce soit de cet ordre, tellement c'est rare et discret. Un autre scandale qui vaut le détour, alors j'en ai parlé depuis longtemps, effectivement, les personnes qui me suivent à travers mes écrits ou mes revues d'actualité, évidemment, sont bien mieux informées que le reste que la plupart des gens. Mais toujours est-il que, donc,
au début de l'année 2020, en 2020, 2 virologues de réputation mondiale contactent le docteur Anthony Fauci en lui disant « Écoutez, voilà, c'est à peu près sûr que ce virus s'est échappé du laboratoire de Wuhan. » Eh bien, que s'est-il passé? Les deux ont changé d'avis en quelques jours. Ils ont exprimé publiquement qu'il n'y avait à peu près aucune chance, voire qu'il était absolument impossible que le virus se soit échappé du laboratoire de Wuhan. Et souvenez-vous que c'était complotiste de penser pareillement. Mais dans la foulée, qu'ont-ils reçu 2 millions de dollars de soutien à leurs recherches. En provenance de qui? En provenance du docteur Anthony Fauci. Ça marche comme ça chez MaxScience. Et donc voilà, un des deux experts concernés, Christian Andersen, un scientifique britannique. Et donc, entre la photo de gauche et la photo de droite, il y a 2 millions de dollars et un changement de position. Donc, on peut quand même espérer que ça finisse par soulever un certain nombre de questions quant à l'intégrité de ce genre d'individus, mais qui, à vrai dire, alors c'est pas pour les excuser, bien au contraire, mais quelque part n'ont pas le choix. S'ils veulent rester dans la course et ne pas être grillés à tout jamais, ils doivent vendre leur âme au système représenté, incarné et piloté aux États-Unis par Anthony Fauci, sinon leur carrière est terminée. Ça ne légitime absolument pas une décision en ce sens, je trouve en ce qui me concerne, et vous savez que c'est même des décisions que j'ai prises personnellement, qu'il vaut beaucoup mieux ne plus participer à un système aussi toxique que de se compromettre comme ce pauvre monsieur l'a fait, mais ils sont légion dans cet univers. Toujours le docteur Macquarie, il a bien fait de participer à cette audition, il dit le plus grand pourvoyeur de désinformation de toute cette histoire, c'est le gouvernement américain, c'est vrai dans tous nos pays, le plus grand dispensateur de fake news et de désinformation et de propagande et de manipulation, et les vrais conspirateurs, ce sont nos gouvernements. Et notamment, souligne le docteur Macquarie, nous ont expliqué que l'immunité naturelle n'offrait pratiquement pas de protection, c'est évidemment un mensonge, que la fermeture des écoles réduisait la transmission, c'est un mensonge, que les myocardites dues à l'injection étaient beaucoup plus rares que celles causées par le Covid, c'était faux, et bien sûr l'histoire de la fuite de l'agent infectieux du laboratoire de Wuhan. Cela dit, il y a d'autres fronts qui bougent, en Angleterre également, donc il y a un scandale qui est actuellement révélé par un média mainstream, le Télégraphe, autour des ce qu'ils appellent les lockdown files. Lockdown, c'est le confinement, la fermeture, le verrouillage de la société. Et donc, ayant eu accès aux documents, j'imagine au titre d'une loi sur le droit d'accès à l'information, eh bien les journalistes qui enfin font leur travail, peut-être que les journalistes suisses et français pourraient s'en inspirer. Oh, youhou, vous êtes là? Ou est-ce que l'hibernation dure encore? Et donc ces journalistes constatent le fait que les responsables savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire, que c'était nocif pour la société, et que ça n'était pas la réponse qu'il fallait apporter. Et donc là, Martin Kulldorff, qui commente ces lockdown files, souligne une fois de plus, les personnes âgées vulnérables ont été abandonnées quand le Covid faisait rage. Il faut savoir qu'en France, il y a eu des instructions données de ne pas prendre en charge de manière hospitalière les patients au-dessus de 70 ans. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il fallait surtout pas les intuber, ça tue à peu près à coup sûr, mais que si on fait de l'oxygénation à haut débit avec des remèdes de soutien, des anticoagulants une fois que la maladie est passée au stade vasculaire, eh bien on préserve les chances des personnes de s'en sortir, et donc le gouvernement français a décidé qu'on ne soignerait pas ces gens et qu'on les laisserait mourir. Et puis, une fois que le Covid est passé, on a continué à isoler les personnes âgées de la société, créant des conditions qui sont extraordinairement destructrices pour la santé. Et donc, même Boris Johnson, dans ces échanges de mails qui sont dévoilés, on se réjouit de voir apparaître ceux échangés entre Madame Ursula von der Leyen et Albert Bourla. Eh bien voilà, était parfaitement conscient que toute cette démarche était fausse et dangereuse.
Voilà, petit diagramme montrant ce qu'il en est du taux de mortalité du début de l'épisode Covid jusqu'à fin 2022 dans tous les pays européens pour la population âgée de plus de 65 ans. Et en tout bas d'image à gauche, que voyez-vous comme drapeau national? Le drapeau de la Suède qui n'a jamais imposé de confinement, de fermeture et de masque. Bien, ça, de nouveau, ça fait très longtemps qu'on le dit. On se souviendra en Suisse romande d'un certain Didier Pittet, professeur des hôpitaux universitaires de Genève, qui s'offusquait qu'on mentionne la Suède, tellement cet exemple était épouvantable. Didier Pittet, je le rappelle, qui a rendu un rapport élogieux à la gloire de la politique d'Emmanuel Macron. Il en a reçu la Légion d'honneur dans la foulée, alors qu'un rapport de la Direction générale des affaires sociales, gardé secret jusqu'à il y a peu, nommait le fait que c'était une politique complètement catastrophique. Alors voilà, Anthony Fauci est le plus grand menteur que la Terre ait porté, en tout cas ces derniers siècles, et avec un toupet extraordinaire. Il ose dire, alors évidemment il y a des collections aujourd'hui d'extraits d'émissions télévisées, il ose dire qu'il n'a jamais été en faveur du confinement. Alors qu'on a 12 ou 17 ou 25 extraits d'interviews où il dit « c'était impératif de confiner, c'est moi qui ai demandé au président de confiner, si j'avais su j'aurais confiné encore plus tôt ». Et maintenant il dit « ah non, j'ai jamais dit qu'il fallait I didn't shut anything down ». Et il joue exactement la même partition en ce qui a trait évidemment aux recherches sur les gains de fonction. On se souvient de ces échanges avec le sénateur Rand Paul, où Rand Paul lui disait « mais attendez, le laboratoire de Wuhan financé par vous a continué des recherches de gains de fonction, c'est-à-dire a pris des virus de chauve-souris en les rendant par de la manipulation infectieux pour l'être humain et en cherchant à augmenter leur virulence, et vous prétendez que c'est pas du gain de fonction. » Et Fauci, vous n'avez rien compris, je suis la science, c'est vous qui mentez, il n'y a jamais eu de recherche de gain de fonction. Donc voilà, ça c'est quelque chose effectivement sur un plan pédagogique ou éducatif qu'il faut connaître de ce genre de personnages, c'est qu'ils n'admettent jamais leur tort, ils mentent comme des arracheurs de dents, et ma foi, débrouillons-nous avec ça. Donc, juste que vous sachiez encore, en ce qui concerne le laboratoire de Wuhan, je ne sais pas si vous vous souvenez du docteur Li Mengnian, qui est en fait une virologue chinoise qui s'est réfugiée, elle est passée par Hong Kong puis en Occident, aux États-Unis, très tôt dans la pandémie, en disant « mais je sais ce qu'il en est, j'ai travaillé sur ces manipulations ». Et notamment, elle avait révélé à l'époque que le génome qui avait été publié publiquement s'arrêtait. Il y avait tout un ensemble de bases qui ne figuraient pas dans ce génome publié et qui correspondaient aux principales insertions auxquelles elle avait participé. Alors évidemment que les propagandistes étaient tombés dessus en la traitant d'affabulatrice, etc., mais tout ce qu'elle avait déjà indiqué à l'époque a été confirmé. Et là, ce qu'elle indique, il faut quand même l'entendre, c'est qu'elle a travaillé dans un laboratoire à Wuhan autour du Covid, et elle dit il est impossible qu'une telle pandémie soit créée par un accident, par une fuite accidentelle. Alors, évidemment, c'est une hypothèse, vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas de certitude de toute manière sur rien, j'ai des convictions quand il y a des éléments probants qui donnent un faisceau de preuves allant dans une direction, mais toujours est-il que ça mériterait d'être investigué. Il va y avoir encore ça fait un moment que je dis que les personnes intéressées peuvent sortir le popcorn et se poser dans leur canapé, il va y avoir encore des moments intéressants, et notamment parce que le représentant Jim Jordan et la commission des renseignements de la Chambre des représentants demandent aux responsables du renseignement, donc FBI et CIA, qui ont discrédité l'histoire de Hunter Biden en faisant croire que c'était une fake news qu'il fallait surtout pas communiquer, dont il ne fallait pas relayer les contenus, notamment sur les réseaux sociaux, se présentent pour des interviews transcrites, c'est une mauvaise traduction, interview transcrite, c'est-à-dire une déposition sous serment qui peut vous conduire en tôle si vous mentez, et si vous ne mentez pas, révéler la réalité de ce qui se trame. Donc, on va avoir encore des moments intéressants avec des choses un peu gratinées qui vont sortir.
Enfin, pour terminer ce premier volet de cette revue d'actualité, Jay Bhattacharya, toujours aussi pertinent, qui, réfléchissant à la manière dont l'OMS, maintenant, mais évidemment pilotée par des intérêts véreux, cherche à se voir attribuer un leadership contraignant pour la gestion des futures pandémies, dit, je ne sais pas si on pourrait résumer mieux que ça, les mêmes personnes qui ont dépensé des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour gérer de manière catastrophique cette pandémie, tuer les petites entreprises, exclure vos enfants des écoles, qui vous ont empêché de dire adieu à vos proches qui étaient en train de mourir, veulent maintenant plus d'argent et plus de pouvoir pour pouvoir gérer de manière catastrophique la prochaine pandémie. Et mon ami Slobodan Despot, reprenant un petit montage commentaire du docteur Loupis, dit que prévenir vaut mieux que guérir. La seule manière de prévenir efficacement la prochaine pandémie, c'est d'arrêter Bill Gates et de le mettre en prison. Voilà les nouvelles du jour. Vous savez que je rends disponible gratuitement sur YouTube des extraits de la revue d'actualité de chaque semaine. La suite est disponible sur abonnement. Donc vous avez les liens pour vous inscrire en dessous de cette vidéo. Il y a des possibilités d'abonnement gratuit. Si vous avez les moyens de me soutenir avec un abonnement régulier de 9 € par mois ou plus en abonnement de soutien, je vous en suis reconnaissant. C'est évidemment énormément de travail de faire tout ça et de vous garder informé, mais le plus important, c'est que vous soyez informés et que nous fassions circuler cette information. Comme le soulignait le docteur Robert Malone, nous sommes dans une guerre de l'information. Donc, si vous voulez voir la suite et que vous n'avez pas les moyens ou que ça ne vous parle pas, inscrivez-vous gratuitement. Vous pourrez voir tout le reste et notamment les questions sur le garde-asile que je vais maintenant évoquer, mais avec d'autres sujets comme par exemple le fait que le professeur Didier Raoult vient d'être réhabilité à 3 reprises par les décisions de la Haute Autorité de Santé, et il vous souviendra probablement qu'il avait dit très tôt que le temps de la science était un temps long, et que même si tout le monde lui tapait dessus, tôt ou tard, ceux qui lui tapaient dessus seraient obligés de venir aux positions qu'il occupait simplement parce que c'était celles qui étaient solidement montrées par un traitement judicieux des données. Voilà. Alors bonne semaine à ceux qui nous quittent, à la semaine prochaine.